Bonjour, amateurs de terreur et de mystère, bienvenue sur Rêve d'horreur, votre portail vers le surnaturel, où des histoires terrifiantes prennent vie et où la nuit devient encore plus fascinante. Ici, nous explorons l'inconnu et plongeons dans les recoins les plus sombres de l'au-delà. Si vous êtes fan de bonnes histoires d'horreur et que vous adorez les récits glaçants, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de laisser un like pour aider nos vidéos à toucher d'autres passionnés de l'horreur et ainsi renforcer notre chaîne. Partagez avec vos amis et, si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous pour rejoindre notre famille. Votre interaction est essentielle pour la chaîne et je vous remercie d'avance pour votre précieux soutien. Maintenant, sans plus attendre, passons à la vidéo. Je suis André, et ce que je vais raconter ici n'est pas une histoire que j'aimerais me rappeler, mais quelque chose que je ressens comme nécessaire à partager. J'ai toujours pensé que certaines choses n'étaient que des légendes, des histoires pour effrayer les enfants, ou tout au plus, des récits exagérés par des gens à l'imagination débordante. Je me trompais. Ce qui est arrivé a changé ma perception du monde, ou de ce qui s'y cache. Tout a commencé lorsque j'ai reçu un appel d'un vieux ami, Vincent, un journaliste d'investigation qui vit à Lille, dans le nord de la France. Vincent était du genre sceptique, ne croyant que ce qu'il voyait. Il mentionna quelque chose d'étrange, des disparitions mystérieuses de jeunes femmes dans la ville d'Amiens. Il disait que certaines étaient liées à un ancien bâtiment, la résidence Saint-Honoré, connue pour son histoire macabre. Au début, je n'y prêtais pas trop attention. Les disparitions arrivent, non? Mais il y avait quelque chose dans la voix de Vincent qui me mettait mal à l'aise. Il parlait de détails étranges, des femmes qui disparaissaient sans laisser de traces, sans aucun schéma apparent, si ce n'est qu'elles vivaient dans cet immeuble ou ses environs. Il savait que j'aimais ce genre d'histoire et pensait que cela pourrait m'intéresser. Il me dit qu'il enquêterait, mais qu'il voulait que je l'accompagne. J'hésitais. C'était la fin de l'automne et je préférais être chez moi à Roubaix, loin des mystères et du froid dérangeant. Mais au final, j'ai accepté. Quand je suis arrivé à Amiens, j'ai retrouvé Vincent dans un café près de la cathédrale gothique, le Pain de Jeanne. Il semblait plus fatigué que je ne l'avais imaginé, les yeux cernés et la barbe mal rasée. Nous avons parlé du cas et il m'a montré quelques notes, des photos de femmes disparues, des coupures de journaux locaux et même un vieux article sur la résidence Saint-Honoré. Le bâtiment avait été construit au milieu du 19e siècle et, dans ses premières années, abritait une série d'appartements luxueux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été requis par les Allemands pour servir de base administrative. C'était un endroit chargé d'histoire, mais aussi de tragédie. Selon les archives, plusieurs femmes avaient été enfermées dans le sous-sol du bâtiment pendant l'occupation, soumises à des conditions terribles avant d'être exécutées. La connexion était évidente pour Vincent. Quelque chose dans cette histoire persistait, quelque chose qui affectait encore le lieu. J'ai ri, essayant de détendre l'atmosphère. « Et tu veux que je mène l'enquête sur un immeuble hanté ? C'est plus pour les films que pour la réalité. » Il n'a pas souri. « André, moi aussi je n'y croyais pas, mais tu dois voir ce qui se passe de tes propres yeux. » Ce soir-là, nous nous sommes installés dans un hôtel modeste, l'hôtel de l'Étoile, situé à quelques rues de la Saint-Honoré. Bien que simple, il était confortable, mais je n'arrivais pas à me détendre. Il y avait quelque chose dans l'air, une sorte de malaise que je ne savais pas expliquer. Le lendemain, nous nous sommes rendus au bâtiment. C'était une construction imposante, mais en déclin. Les fenêtres étaient sales, certaines couvertes de planches, et la façade semblait écaillée par le temps. À l'intérieur, l'odeur de moisi était presque insupportable. Nous avons monté les escaliers qui grinceront, traversant des couloirs sombres. Vincent m'a expliqué qu'il avait obtenu la permission d'entrer après avoir convaincu le gardien, un homme âgé nommé Jacques, que nous étions intéressés par l'histoire architecturale du lieu. Jacques nous a rencontrés au 2e étage, où il semblait y avoir un peu plus de vie. Il était frêle, avec une posture courbée et des yeux petits et méfiants. Lorsque nous avons mentionné les disparitions, il a secoué la tête. « Les gens adorent inventer des histoires, murmura-t-il,
Mais il y avait quelque chose dans sa façon d'éviter notre regard qui m'a mis en alerte. Pendant que nous explorions, Vincent a pointé du doigt une porte verrouillée au bout du couloir. « C'est l'accès au sous-sol », expliqua-t-il. Jacques, en entendant cela, interrompit rapidement. « Il n'y a rien pour vous là-bas, que des déchets et des rats. » Il semblait nerveux, plus que nécessaire. Lorsque Jacques est finalement parti, nous avons décidé de revenir la nuit. Quelque chose dans le bâtiment semblait différent sous la lumière de la lune, comme si la structure elle-même était vivante. Nous avions des lanternes et à ma grande surprise, Vincent avait un petit outil pour ouvrir les serrures. Il réussit à déverrouiller la porte du sous-sol avec facilité et nous sommes descendus par un escalier étroit et raide. L'air là-bas était lourd, dense, avec une odeur qui mélangeait terre mouillée et quelque chose de plus aigre. Les murs étaient couverts de taches sombres qui semblaient pulser sous la lumière de la lanterne. Plus nous avancions, plus l'environnement devenait froid, comme si nous pénétrions dans un tombeau. C'est alors que nous avons entendu quelque chose. Non, ce n'était pas vraiment un son. C'était comme une légère vibration, quelque chose qui faisait se hérisser les poils sur la nuque. Je regardais Vincent, qui était pâle, mais continuait d'avancer. Quand nous arrivâmes dans une pièce plus grande, nous vîmes quelque chose qui fit geler le sang dans nos veines. Des marques sur les murs, des griffures profondes, comme si quelqu'un avait désespérément essayé de s'échapper. « Tu sens ça ?» demanda Vincent, d'une voix presque inaudible. Je ne savais pas quoi répondre. C'était une sensation étrange, comme si quelque chose ou quelqu'un nous observait. Soudain, la lanterne de Vincent clignota puis s'éteignit. Nous restâmes dans l'obscurité pendant ce qui sembla une éternité. Quand j'ai réussi à rallumer ma lanterne, je remarquai que Vincent n'était plus à mes côtés. « Vincent » appelai-je, essayant de garder mon calme. Pas de réponse. Seulement le silence. C'est alors que j'ai vu une ombre bouger dans le coin de la pièce. Quelque chose de rapide, presque imperceptible. Je m'avançai, appelant son nom, mais je trouvais seulement sa lanterne tomber par terre. Mon esprit luttait pour trouver une explication logique, mais je savais que quelque chose d'incompréhensible se passait. Et à ce moment-là, je sentis, je n'entendis pas, je sentis. Quelque chose s'approchait derrière moi. Un froid glacial parcourut ma colonne vertébrale. La sensation était accablante, comme si une présence invisible se rapprochait, défiant toutes les lois du monde tangible. Je tenais fermement la lanterne, comme si cette lumière fragile pouvait me protéger de ce que je ne pouvais même pas voir. Je respirais profondément, essayant de me convaincre que ce n'était que mon esprit qui me jouait des tours. Peut-être que Vincent avait trébuché et était sorti de mon champ de vision. Peut-être. Mais, au fond de moi, je savais que ce n'était pas simplement ça. Je fis quelques pas en direction de la lanterne tombée de Vincent. La lumière vacillante illuminait partiellement la pièce, révélant des détails que je préférais ne pas avoir remarqués. Des taches sèches sur le sol qui ressemblaient à du vieux sang et des marques sur les murs qui semblaient maintenant former des motifs, presque comme des symboles. Je pris sa lanterne et appelai à nouveau. « Vincent, arrête ça, c'est pas drôle. » Le son de ma propre voix résonnait, non, réverbérait, de manière distordue, comme si les murs avalaient les mots et les renvoyaient modifiés. Mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir exploser dans ma poitrine. Soudain, j'entendis un bruit, des pas, rapides mais indéfinis, résonnant dans le couloir qui menait à l'escalier. Mon instinct me disait de courir après, mais quelque chose de plus fort me disait de rester. Mais rester là, seul, n'était pas une meilleure option. Je pointai la lanterne devant moi et suivis les pas. « Vincent, attends-moi, bordel !» criai-je, la voix tremblante. J'arrivai au couloir et vis quelque chose bouger au bout. Ce n'était pas une figure nette, mais une ombre, quelque chose qui semblait humain, mais en même temps erroné. Mes pas hésitèrent. C'est alors que je remarquai quelque chose de plus terrifiant. Le son des pas que j'entendais n'était pas seulement les miens. Il y en avait un autre, plus petit, comme si quelqu'un ou quelque chose me suivait. J'avalais difficilement ma salive, essayant de chasser cette idée. La seule façon de sortir d'ici était de retourner à l'escalier, mais il semblait tellement lointain dans ce couloir qui s'étendait de manière presque surnaturelle. Soudain, une porte latérale claqua violemment et la lanterne cligna à nouveau.
C'est alors que je le vis. Ce n'était pas Vincent, mais quelque chose qui lui ressemblait, d'une manière déformée. La silhouette était courbée avec des mouvements erratiques comme si elle était tirée par des fils invisibles. Sa tête tourna lentement vers moi, et quand je vis ce qu'il restait de son visage, ou ce qui semblait l'être, mes jambes faiblirent. Je courais. Je ne me retournais pas une seconde. Le couloir semblait interminable, les murs se refermant autour de moi. Je sentais l'air devenir plus dense, presque impossible à respirer, mais je continuais jusqu'à trébucher sur la première marche de l'escalier. Je montais en courant, à bout de souffle, jusqu'à sentir l'odeur familière de moisi du rez-de-chaussée. Là se tenait Jacques, arrêté à l'entrée du bâtiment, avec un regard mêlant colère et désespoir. « Je t'avais dit de ne pas descendre là !» cria-t-il, me saisissant par le bras et me tirant dehors. « Mon ami, Vincent, il est toujours là-dessous !» criai-je, essayant de me dégager. Jacques secoua lentement la tête. « S'il est là, tu ne le reverras jamais. Pars avant que le bâtiment ne te prenne aussi. » Des heures plus tard, à l'hôtel, je me suis assis au bord du lit, fixant les 2 lanternes. Mon corps tremblait et mon esprit luttait pour traiter tout ce qui s'était passé. J'ai appelé la police, mais quand j'ai expliqué où Vincent avait disparu, la réponse était évasive. La résidence Saint-Honoré avait déjà une longue liste de cas non résolus. « Il est probablement parti sans prévenir », m'ont-ils dit. Mais quelque chose dans le ton de l'agent suggérait qu'ils en savaient plus qu'ils ne voulaient l'admettre. Le lendemain matin, je suis retourné au bâtiment, cette fois seul. J'étais décidé à trouver une piste, quelque chose qui prouverait que Vincent n'avait pas simplement disparu. Mais quand je suis arrivé, j'ai trouvé l'endroit entouré de rubans de sécurité et Jacques était à l'extérieur, fumant une cigarette avec un regard vide. « Vous ne trouverez rien », m'a-t-il dit, sans que j'aie besoin de poser la question. Il ne trouve jamais rien. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là. Et après un long silence, il a finalement répondu. « Tu crois être le premier à entrer là ? Ce n'est pas le cas. Des gens viennent ici depuis des décennies, des journalistes, des curieux, et tu sais ce qui se passe ? Toujours la même chose. Ils disparaissent et le bâtiment reste inchangé. » Je voulais poser plus de questions, mais Jacques écrasa sa cigarette au sol et tourna les talons. Tandis qu'il s'éloignait, une chose était claire. La résidence Saint-Honoré était bien plus qu'un vieux bâtiment avec une histoire sombre. C'était une entité, quelque chose qui semblait avoir sa propre volonté. Et Vincent, comme tant d'autres, faisait maintenant partie d'elle. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas passer près de ce quartier à Amiens sans ressentir un frisson. La sensation que quelque chose ou quelqu'un m'observe persiste, même à des kilomètres de distance. Je n'ai plus jamais pu regarder un vieux bâtiment sans me demander ce qu'il cache dans ses couloirs et ses sous-sols. Et le pire dans tout ça, parfois quand je suis seul chez moi, j'entends des pas. Il n'y a personne, mais je sais. Je sais qu'il est encore là, à me chercher. Après ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Je suis retourné à Paris avec l'intention de continuer, mais toute idée de normalité semblait un rêve lointain. Pendant des semaines, l'absence de Vincent a été un trou noir dans ma routine. J'évitais d'expliquer ce qui s'était passé à ceux qui demandaient, me contentant de dire qu'il avait disparu à Amiens. Mais la vérité était comme une blessure qui ne cicatrisait jamais. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage déformé dans le couloir de ce bâtiment. Le son des pas me poursuivait, parfois dans le silence de la nuit, d'autres fois en plein jour, dans le silence gênant de mon appartement. J'ai décidé d'enquêter. Si personne d'autre ne ferait quelque chose pour Vincent, je le ferais. J'ai commencé par une recherche sur la résidence Saint-Honoré. Votre inscription est super importante pour notre croissance. Et lorsque vous aimez et laissez votre avis, cela nous aide à comprendre ce que vous aimez le plus et ce que nous pouvons améliorer. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser ce like et de partager vos commentaires. Votre participation fait toute la différence et ensemble, nous pouvons faire grandir cet espace de plus en plus. Merci beaucoup d'être avec nous. Continuons à créer quelque chose d'incroyable ensemble. J'ai passé des heures dans des bibliothèques et des archives municipales cherchant à comprendre ce qui rendait cet endroit si anormal.
Ce que j'ai découvert était bien pire que ce que j'imaginais. Le bâtiment a été construit en 1885 par un architecte nommé Pierre-Valentin Lemaître, connu à l'époque pour ses œuvres excentriques. Ce que peu de gens savaient, cependant, c'est que Lemaître avait des liens avec des sociétés occultes qui prospéraient en France à la fin du XIXe siècle. Un vieil article mentionnait qu'il concevait ces bâtiments en suivant des lignes d'énergie spécifiques, croyant qu'elles pouvaient amplifier les rituels spirituels. Les problèmes ont commencé juste après la construction. Plusieurs ouvriers sont morts de manière étrange pendant les travaux, victimes d'accidents inexplicables. Plus tard, les premiers habitants ont signalé des phénomènes étranges. Des meubles qui se déplaçaient seuls, des voix chuchotant leur nom, et puis les disparitions ont commencé. En 1923, la police a mené une enquête complète après la disparition de 5 personnes en une semaine. Ils n'ont trouvé qu'une seule chose dans le sous-sol. Des marques au sol formant un cercle, avec des symboles gravés sur les murs autour. L'affaire a été classée et le bâtiment abandonné pendant des décennies. Ce qui était le plus perturbant, cependant, était le schéma. Chaque fois que quelqu'un disparaissait, d'autres événements inexplicables commençaient à se produire à proximité. Des objets flottants, des gens entendant leur nom la nuit, des apparitions. C'était comme si le bâtiment ne se contentait pas de consommer des vies, mais qu'il diffusait son influence tel un virus. En lisant cela, ma respiration s'alourdit. Il était clair que je n'avais pas échappé indemne. Depuis Amiens, les choses avaient changé. De petites coïncidences commençaient à prendre une autre signification. Des lumières clignotantes chez moi, des portes que j'étais sûr d'avoir fermées, apparaissant ouvertes, et les pas. Une nuit, alors que je passais en revue tout ce que j'avais découvert, je les entendis à nouveau. Cette fois, ce n'étaient pas les pas lointains qui me suivaient habituellement. Ils étaient à l'intérieur de l'appartement. Lentement, je me tournais pour regarder le couloir, et là, il y avait la silhouette de Vincent, immobile, me fixant. La panique m'envahit, mais je n'arrivais pas à bouger. Il était là, aussi réel que la dernière fois que je l'avais vu, mais ses yeux étaient morts, sans vie, mais remplis de quelque chose qui semblait être de la colère ou de la douleur. « Tu m'as laissé », murmura-t-il, sa voix résonnant d'un ton surnaturel. « Non, j'ai essayé de t'aider, Les mots sortirent en bégayant, mon esprit cherchant une excuse. Puis je compris, ce n'était pas Vincent. C'était le bâtiment. Il était devenu une extension de cette entité. Et maintenant, elle me voulait. Dans un geste désespéré, je pris un crucifix que ma grand-mère m'avait donné il y a des années et le serrai fort. Je ne suis pas religieux, mais à ce moment-là, c'était ma seule protection. La silhouette disparut aussi rapidement qu'elle était apparue, laissant derrière elle un silence lourd. Mon obsession grandit. Je savais que je devais retourner à la résidence Saint-Honoré. Pas pour Vincent, mais pour moi. Le bâtiment me suivait, et la seule façon de mettre fin à cela serait de l'affronter à nouveau. La semaine suivante, je retournais à Amiens. Le bâtiment était entouré de barrières, apparemment condamnées par la municipalité, mais cela ne suffirait pas à m'arrêter. J'attendis la tombée de la nuit et y entrai à nouveau. Cette fois, j'étais équipé d'une caméra, d'un enregistreur audio et d'un carnet où je noterais tout ce qui se passerait. Je ne savais pas si c'était pour documenter ou simplement pour laisser quelque chose au cas où je ne sortirais pas. L'atmosphère était encore plus lourde qu'auparavant. Les couloirs semblaient vivants, comme s'ils m'observaient. Au loin, j'entendis un son familier. Des pas. Mais cette fois, ils n'étaient pas erratiques. Ils étaient forts et décidés et se rapprochaient. La lanterne commença à faiblir et l'enregistreur capta un bruit étrange. Quelque part entre un pleur et un rire. « Tu es revenu ?» chuchota une voix, et je compris que je n'étais pas seul. Et puis, les murs commencèrent à bouger. À l'instant où je remis les pieds dans ce bâtiment, c'était comme si une barrière invisible se refermait derrière moi, m'isolant du monde extérieur. Ce n'était pas simplement un sentiment de solitude, c'était comme si l'air à l'intérieur de ces murs avait son propre poids, dense, chargé de quelque chose d'ancien et de malveillant. Chaque pas résonnait, pas de façon littérale, mais comme si le sol enregistrait ma présence, annonçant au bâtiment que j'étais là. Le couloir semblait plus grand qu'auparavant,
plus long, comme si l'espace s'était distordu. Les portes étaient fermées, mais certaines semblaient fissurées, comme si quelqu'un avait essayé de les forcer pour entrer ou sortir. Ma lanterne projetait des faisceaux tremblants de lumière, dessinant des ombres qui dansaient sur les murs, jouant avec mon esprit. Je commençais à parler, je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être pour éloigner la peur ou pour me rappeler que j'étais encore maître de la situation. Vincent, appelai-je doucement, presque en me sentant idiot. Mais le silence répondit, chargé d'une présence invisible qui semblait se rapprocher à chaque seconde. En explorant, je remarquai quelque chose qui n'était pas là la dernière fois. Des marques au sol, comme si quelque chose de lourd avait été traîné. Je suivis la trace qui semblait mener à une porte au bout du couloir. Mon instinct me disait de ne pas l'ouvrir, mais la curiosité, ou peut-être quelque chose de plus profond, une sorte d'attraction irrésistible, me poussa à tourner la poignée. La chambre semblait vide à première vue, mais l'odeur de moisi et de fer était tellement forte que je portais ma main à mon nez. La lanterne éclaira la pièce, des meubles cassés, des murs écaillés, et dans un coin presque caché, quelque chose qui me fit retourner l'estomac. C'était un fauteuil en cuir comme une chaise de contention. Dessus, il y avait des taches sombres et sèches, qui ne laissaient aucun doute sur ce qu'elles étaient. Le passé de cet endroit semblait palpiter là, vivant, piégé dans la matière qui le composait. Soudain, je ressentis un froid intense. Ce n'était pas comme le froid d'une nuit d'hiver, mais un vide qui pénétrait jusqu'aux os. La lanterne commença à clignoter et j'entendis un son sourd, étouffé. C'était comme un pleur, ou peut-être quelqu'un chuchotant mon nom. « Non, ce n'est pas réel », murmurai-je pour moi-même, essayant d'éloigner la panique qui montait comme une marée. Mais alors, quelque chose passa dans mon champ de vision, trop vite pour être identifié. C'était une ombre, une silhouette qui semblait se fondre dans l'environnement. Je me retournai brusquement, la lanterne tremblant dans mes mains. Qui est là? Ma voix sortit plus ferme que je ne l'avais imaginé, mais intérieurement, j'étais brisé. L'enregistreur que j'avais emporté était accroché à ma taille et commença à capter quelque chose. Pas des voix, mais un son bas et rythmé, presque comme une pulsation. C'étaient les pas, différents de ceux qui m'avaient suivi à Paris. Ceux-ci étaient méthodiques, délibérés et par-dessus tout, de plus en plus proches. Mon esprit se mit à courir, essayant d'organiser les faits. Le bâtiment était un organisme, ou peut-être un piège créé par quelqu'un ou quelque chose. Vincent n'avait pas été la première victime, et j'avais cette sombre sensation qu'il ne serait pas le dernier. Cependant, ce qui le faisait agir maintenant, pourquoi semblait-il se soucier de ma présence? C'est alors que l'enregistreur fit quelque chose qui me glaça complètement. Il reproduisit une voix que je reconnaîtrais parmi mille. André, c'était Vincent, mais pas comme je le connaissais. Sa voix était distordue, pleine de quelque chose qui semblait être de l'agonie et de la fureur. Tu n'aurais pas dû revenir. Cela me fit m'arrêter. Je ne savais pas si la voix était réelle, si c'était quelque chose que le bâtiment utilisait pour manipuler mes peurs, ou si, d'une manière ou d'une autre, c'était vraiment Vincent. Que t'est-il arrivé? Demandai-je, comme si j'attendais une réponse concrète d'un enregistreur. Mais la seule chose que j'entendis fut un rire court, sec et rempli de douleur. J'ai essayé d'avancer, de sortir de cette chambre, mais le couloir semblait différent. C'était comme si les murs avaient changé de position, les angles étaient désormais erronés, défiant la logique. Une vague de nausée m'envahit, comme si le bâtiment jouait avec mon équilibre. La lanterne cligna à nouveau, et cette fois je l'ai vu. Vincent était debout au bout du couloir, ou du moins quelque chose qui y ressemblait. C'était son visage, mais pas son expression. Il y avait un vide dans ses yeux, et sa peau était pâle, presque translucide. Il ne bougea pas, mais je sentis une pression invisible me repousser en arrière, comme si chaque fibre de mon être me disait de fuir. « Tu es mort. Ce n'est pas réel, » murmurai-je, tentant de me convaincre. Mais il fit un pas en avant, lent et délibéré, et les lumières de la lanterne s'éteignirent complètement. Je me retrouvais dans le noir, avec seulement le son de ma respiration haletante et les pas, maintenant si proches que l'on aurait dit qu'il était à mes côtés. Ma seule option était de courir. L'adrénaline envahit mon corps, et je me précipitais dans le couloir, cherchant à trouver une sortie.
Mais le bâtiment semblait s'étendre, se repliant sur lui-même. Il n'y avait plus de fin en vue. Seulement des portes qui apparaissaient et disparaissaient, et ce bruit constant derrière moi. Dans un moment de désespoir, j'ouvris n'importe quelle porte et me jetai à l'intérieur, la fermant rapidement. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. À l'intérieur de la chambre, le silence revint, mais la sensation d'être observé était suffocante. En regardant autour de moi, je remarquai quelque chose qui ne devrait pas être là. Un grand miroir ancien, avec un cadre doré. Je vis mon reflet, mais quelque chose n'allait pas. Il n'y avait pas que moi dans ce miroir. Derrière moi, dans le reflet, il y avait plusieurs figures, toutes immobiles, me fixant avec des yeux morts. Parmi elles, il y avait Vincent. Je n'arrivais pas à détourner les yeux du miroir. C'était comme si quelque chose me retenait là, une force invisible qui pressait mon esprit et mon âme. Les figures dans le reflet étaient pâles, indistinctes, mais leurs yeux étaient fixés sur moi. Et Vincent, debout au centre, semblait plus net, plus présent que tout le reste dans cette chambre. Mon esprit criait de ne pas me retourner, de ne pas vérifier si ces choses étaient réellement derrière moi. Mais la curiosité, cette maudite nécessité humaine de savoir, prit le contrôle. Je respirais profondément, tournais lentement le corps, et là, il n'y avait que le vide. Rien de plus qu'une chambre abandonnée, avec des murs tachés et des meubles délabrés. Seul le miroir semblait détonner, comme s'il n'appartenait pas à cet endroit. « Ce n'est pas possible », murmurai-je, plus pour moi-même que pour toute autre chose. Je regardais à nouveau le miroir. Les figures étaient toujours là, mais maintenant elles étaient plus proches. Vincent avait fait un pas en avant. Son visage, qui était rempli de haine, affichait maintenant quelque chose qui ressemblait à de la tristesse. Sa bouche bougea, mais aucun son ne sortit. Seul le magnétophone répondit, avec un mot unique qui résonnait dans ma tête, « Bars ». Aussi simple que ce mot fut, il portait un poids insupportable, comme si c'était un ordre que je ne pouvais désobéir. J'avais envie de courir hors de là, mais ce miroir n'était pas quelque chose que je pouvais simplement ignorer. Contre mon instinct de préservation, je m'en approchais, la lanterne tremblante dans ma main, pointant directement vers le verre. Chaque pas semblait un défi. Mon cœur battait comme un tambour et la sueur coulait sur mon visage. Lorsque j'arrivai enfin assez près pour toucher le miroir, je vis quelque chose qui me glaça. Mon reflet était immobile, tandis que je continuais à bouger. C'était une erreur. Je savais que c'était une erreur, mais ma main se leva toute seule, presque comme si quelque chose me guidait, jusqu'à ce que mes doigts touchent la surface froide et lisse. Dès que je le fis, un cri assourdissant emplit l'espace, ne venant pas du miroir, mais de la chambre, des murs, de tous les côtés. Le bruit était si intense que je lâchai la lanterne, qui tomba au sol avec un bruit sec, illuminant brièvement le plafond. Quand je reculais, je vis que le miroir était fissuré à l'endroit où ma main l'avait touché. Les fissures se propageaient comme des toiles d'araignée, mais au lieu d'être sombres, elles brillaient d'une lumière pâle et presque éthérée. Et c'est alors que je vis, derrière le reflet, quelque chose bouger. C'était Vincent, ou ce qui en restait, avançant vers moi comme s'il essayait de traverser le verre. « Fuis !» cria la voix du magnétophone, maintenant désespérée, presque suppliante. Sans réfléchir, je pris la lanterne et sortis de la chambre, en fermant la porte derrière moi. Le bruit des charnières résonna dans le couloir, qui semblait maintenant plus oppressant, plus vivant. Les murs semblaient se refermer autour de moi, pulsant comme s'ils respiraient. Et le pire, je n'étais pas seul. Les pas revinrent, mais maintenant ils étaient multiples. C'était comme si toutes les figures que j'avais vues dans le miroir avaient pris vie et me poursuivaient. Mon esprit luttait pour rester lucide, mais c'était comme courir dans un cauchemar, où chaque mouvement semblait plus lent et la sortie toujours hors de portée. Je ne sais pas comment, mais mes instincts me conduisirent vers les escaliers. Je descendis les marches deux par deux, sentant quelque chose derrière moi, quelque chose qui semblait presque pouvoir me toucher. L'atmosphère autour de moi était lourde, l'air vibrait d'une énergie que je n'arrivais pas à comprendre. Lorsque j'atteignis enfin le rez-de-chaussée, je me dirigeais vers la sortie. La porte était là, mais elle semblait plus distante qu'auparavant. Les ombres autour de moi se tordaient,
prenant des formes qui ressemblaient presque à des êtres humains. La lumière de la rue clignotait de l'autre côté du verre, une promesse de sécurité qui semblait aussi lointaine que le ciel. Je courais. Je courus de toutes mes forces, ignorant le bruit, le poids invisible, la terreur qui me consumait. Et puis, en franchissant la porte, je sentis comme si une chaîne avait été rompue. L'air froid de la nuit enveloppa mon corps, et le silence prit possession des lieux. Mais ce n'était pas un silence ordinaire. C'était un silence chargé de quelque chose que je ne pouvais pas définir. Je me retournai et vis le bâtiment, immobile, inoffensif, comme si rien ne s'était passé. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Quelque chose dans cet endroit était vivant. Quelque chose qui ne me laisserait pas en paix. Je sortis du bâtiment, mais la sensation que quelque chose me suivait était impossible à ignorer. Ce n'était pas seulement de la paranoïa. Il y avait un poids dans l'air. Une présence qui semblait coller à moi. Comme si les ombres de cet endroit s'étaient infiltrées dans les recoins de mon esprit et de mon âme. La rue, si commune et pleine de vie pendant la journée, semblait maintenant déserte. Les lampadaires vacillant comme des flammes sur le point de s'éteindre. Le magnétophone dans ma poche était silencieux. Mais je n'eus pas le courage de l'éteindre. Une partie de moi croyait que si je le faisais, je romprais le seul lien de communication avec quelque chose qui pourrait encore me donner des réponses. L'autre partie savait que, d'une manière ou d'une autre, Vincent ou ce qui avait pris sa forme essayait encore de me parler. Je traversais la rue jusqu'à un petit café qui restait ouvert, éclairé par une lumière chaude et réconfortante. Les chaises étaient vides, mais l'odeur de café fraîchement préparé et de croissants me procura un bref soulagement, une sensation de normalité. Je rentrai et commandai un café fort, mes mains tremblant en posant les pièces sur le comptoir. Le barista, un homme plus âgé, frêle et aux yeux vifs, me regarda avec curiosité. Peut-être était-ce mon apparence, ou le fait que j'étais visiblement perturbé. Lorsqu'il posa la tasse devant moi, il demanda d'une voix rauque, presque paternelle. « Ça va, mon garçon ?» Je voulais répondre que oui, que tout allait bien, mais les mots ne sortaient pas. Au lieu de cela, je fis un geste vague et commençai à remuer le café avec la cuillère, observant le liquide tourner en cercle. C'est alors que je remarquai quelque chose dans le reflet de la tasse. Un mouvement rapide, presque imperceptible, mais familier. Mon estomac se tordit et je regardai autour de moi, tentant de paraître détendu, mais mes yeux cherchaient désespérément un signe que je n'étais pas suivi. « Tu viens du vieux bâtiment, n'est-ce pas ?» demanda soudainement le barista, avec un ton qui semblait indiquer qu'il connaissait déjà la réponse. Je levai les yeux, surpris, et il esquissa un petit sourire, mais ce n'était pas rassurant. C'était un sourire de quelqu'un qui savait déjà ce qui allait arriver, comme s'il faisait face à quelque chose d'inévitable. Il tira une chaise et s'assit à côté de moi. Cet endroit, j'ai vu beaucoup de gens y entrer avec des questions et en sortir avec plus que ce qu'ils voulaient savoir. Il soupira et passa une main dans ses cheveux gris. « Mais toi, tu sembles différent, comme si tu ramenais quelque chose de là-bas avec toi. »« Ce n'est pas possible, » murmurai-je, essayant de me convaincre plus que lui. « Je faisais juste des recherches. Je n'ai rien à voir avec ce qui se passe là-bas. » Il rit, mais c'était un son sec, sans humour. « Tu crois que c'est aussi simple que ça ? Ces choses, elles ne suivent pas les règles qu'on comprend. Si tu as attiré l'attention de quelque chose, mon garçon, ce ne sera pas aussi facile de t'en débarrasser. » Le café se refroidit dans mes mains, mais je n'avais pas envie de le boire. Ces mots avaient du poids, comme s'ils portaient des années d'expérience que je ne pouvais même pas commencer à imaginer. Je décidai de demander « Tu sais quelque chose à propos de Vincent ? Un homme qui est mort là-dedans ?» Le barista s'arrêta, et pendant un moment, le silence entre nous fut aussi lourd que l'air dans le bâtiment. Il semblait réfléchir, comme s'il décidait s'il devait ou non partager quelque chose. Puis, avec un soupir, il commença à parler. « Vincent, je me souviens de ce nom. Un jeune homme qui a disparu il y a quelques années. Il vivait par ici, mais après être entré dans ce bâtiment, il n'a plus jamais été le même. J'ai entendu des histoires selon lesquelles il a commencé à dire des choses étranges, à voir des choses que personne d'autre ne voyait. La dernière fois que quelqu'un l'a vu, c'était près de cet endroit.
Et tu crois qu'il est toujours là? Ma voix trembla en posant la question. Le barista hésita puis acquiesça lentement. Je ne pense pas que ce soit vraiment lui. Ces choses, elles s'accrochent aux gens, à leurs émotions. S'il a assez souffert, s'il a ressenti de la haine, de la tristesse, du regret, alors c'est ça qui est resté. Et parfois ce qui reste ne se souvient même plus de ce qu'il était. Mon cœur se serra. Ce n'était pas ce que je voulais entendre, mais ça avait du sens, d'une manière déformée. Ce que j'avais vu dans le miroir, c'était peut-être Vincent, ou l'ombre de ce qu'il avait été. Mais si c'était ça, que voulait-il de moi? Il faut faire attention, continua le barista, d'une voix plus basse maintenant, presque un murmure. Ces choses ont une façon de s'accrocher à ceux qui essaient de trop comprendre. Mon esprit était en tourmente. Est-ce qu'il était trop tard? Est-ce que j'étais déjà piégé dans ce cycle? Le souvenir du miroir, du reflet qui ne m'imitait pas, me hantait. Est-ce que quelque chose de moi était resté dans ce bâtiment? Est-ce que quelque chose me suivait maintenant? La conversation avec le barista fut interrompue lorsque le magnétophone émit un bruit faible, mais constant. C'était différent de la statique de tout à l'heure. Presque comme si quelqu'un respirait directement dans le micro. Le barista regarda l'appareil, puis me fixa avec une expression mêlant pitié et peur. « Ça commence », dit-il simplement en se levant de la table. « Si j'étais toi, mon garçon, je chercherais de l'aide. Et vite. » Je sortis du café, ressentant le poids de la nuit augmenter. Les lumières de la rue semblaient plus faibles, et chaque ombre semblait cacher quelque chose, quelqu'un. La sensation d'être observé n'a jamais été aussi intense. Le magnétophone continuait à émettre ce bruit sourd, comme un avertissement constant que quelque chose se rapprochait, de plus en plus près. Alors que je marchais dans les rues désertes de Nancy, chaque pas résonnant dans le silence de la nuit, je sentis que le poids sur mes épaules était devenu insupportable. Les paroles du barista martelaient mon esprit. Ça commence. Mais commence quoi? J'étais déjà en plein cauchemar depuis des jours, piégé dans un cycle qui n'avait aucun sens. Le magnétophone dans ma poche vibrait comme s'il était vivant, et le son qui en émanait était devenu plus net, un cri étouffé, presque infantile. M'arrêtant sous la lumière vacillante d'un réverbère, je décidai de l'affronter. Je sortis le magnétophone et le fixai comme un ennemi. J'appuyai sur le bouton de lecture, et cette fois, j'entendis clairement une voix. Ce n'était plus la statique d'avant, ni un cri indistinct. C'était une phrase répétée avec une clarté effrayante. « Pourquoi m'as-tu laissé ?» La phrase était chargée de douleur, mais aussi d'accusation. Mon cœur s'emballa. Je ne savais pas à qui appartenait cette voix, mais au fond, elle semblait m'être destinée. Quelque chose dans son intonation, dans son ton, me frappait de manière viscérale. Je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait. Je devais retourner dans le bâtiment. Je devais terminer cela, avant que cela ne me termine. Lorsque j'atteignis l'entrée du bâtiment, l'air était plus dense que jamais, comme si la structure elle-même respirait. Je poussai la porte qui grinça fort, résonnant dans les couloirs vides. L'odeur familière de moisie et de dégradation m'enveloppa. Mais il y avait désormais quelque chose de plus. C'était une odeur métallique, comme du sang séché. Je montais les escaliers, guidé par une force que je ne pouvais pas expliquer. Chaque marche semblait me tirer vers le haut, comme si le bâtiment était vivant et me conduisait vers son cœur. Lorsque j'arrivais à l'étage de l'appartement de Vincent, je m'arrêtais. La porte, qui était auparavant scellée, était maintenant entr'ouverte, révélant une obscurité totale à l'intérieur. J'entrais hésitant, le magnétophone toujours en main. La pièce était exactement comme je m'en souvenais, mais maintenant elle semblait plus froide, comme si la température avait chuté. Le miroir dans le coin était toujours là, mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus simplement un objet, c'était un portail, un abîme. Et cette fois, il ne reflétait pas l'environnement. Il reflétait Vincent. Il était là, de l'autre côté du miroir, me fixant avec des yeux vides mais remplis de souffrance. Sa bouche bougeait, formant des mots que je ne pouvais pas entendre. En m'approchant, je remarquai que son image était plus nette, plus réelle qu'avant. Puis, il cria, pas avec du son, mais avec de l'énergie, avec une force qui vibrait dans chaque molécule de la pièce. Le miroir se fissura, et je fus projeté en arrière. « Tu dois en finir !» Une voix résonna dans la pièce,
Mais ce n'était pas celle de Vincent. C'était ma propre voix, venant du magnétophone, répétant ce que je m'étais dit sur un ton désespéré. Le bâtiment commença à trembler, comme s'il était en train de s'effondrer. Les fissures dans le miroir se répandaient, et une fumée noire commença à en sortir, serpentant dans la pièce comme un serpent vivant. La fumée prit la forme de Vincent, mais ce n'était pas lui. C'était quelque chose de plus ancien, de plus sombre. « Tu l'as laissé mourir », dit l'entité, sa voix un mélange de haine et de tristesse. « Tu es coupable. » Mon esprit se brisa. Je me souvenais d'un souvenir depuis longtemps enterré. Il y a des années, j'étais dans un autre bâtiment abandonné, enquêtant sur un autre cas. J'avais rencontré un jeune journaliste, Vincent, obsédé par la même légende que moi. Cette nuit-là, il était resté piégé, tandis que je fuyais, effrayé par ce que j'avais trouvé. Il avait crié à l'aide, mais je n'étais pas revenu. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui, jusqu'à maintenant. Je tombais à genoux, sentant le poids du regret écraser ma poitrine. L'entité s'approcha, la fumée entourant mon corps comme des chaînes. Maintenant, tu comprends, il n'y a pas d'évasion. Mais je ne pouvais pas accepter ça. Je ne pouvais pas lui permettre de gagner. Avec le dernier reste de ma force, je levai le magnétophone et appuyai sur le bouton d'enregistrement. « Vincent, je suis désolé de t'avoir laissé. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux te libérer. » L'entité hésita, sa forme vacillant. On aurait dit qu'elle luttait contre elle-même. Je saisis l'opportunité et me levai, tenant le magnétophone comme une arme. « Tu ne fais plus partie de cet endroit. » Barth. Le magnétophone éclata en lumière, et la fumée fut aspirée de nouveau dans le miroir qui se brisa en milliers de morceaux. Le tremblement cessa, et le silence revint. Mais le bâtiment était toujours là, maintenant plus sombre et plus vide que jamais. Je partis en boitant, me sentant épuisé, mais libre. Je n'entendis plus jamais parler de Vincent, ni de quelconque phénomène surnaturel dans cet endroit. Mais la culpabilité ne m'a jamais quitté. Ce qui était arrivé à Vincent était le résultat de mes choix, et le pardon que j'ai essayé de lui offrir ne serait peut-être jamais suffisant. Aujourd'hui, quand je regarde les miroirs, je vois plus que mon reflet. Je vois les fantômes du passé, me rappelant ce que j'ai laissé derrière moi.